À table. Ça sent bon. Je confirme, qu'est-ce que tu nous as préparé de bon? Ah, justement, c'est la surprise, vous allez m'en dire des nouvelles. C'est marrant parce que là, je connais pas cette viande. L'odeur est bizarre, non? Bon, on va goûter de toute façon. Allez, mangez, ça va être froid. Ouais, franchement, c'est pas mal. Hein. D'ailleurs, Banzied, t'as des nouvelles de ton ex? Oui, elle est venue ici hier pour discuter. Et alors? Bon bah, elle était un peu froide, mais je l'ai cuisinée là et je laisse mijoter pour avoir des réponses. Attends, c'est une gourmette dans mon assiette? Oh merde, oh putain, il a recommencé. Oh non, t'as pas fait ça? Bah, elle est meilleure que Nathalie, non? Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Bonjour, bonsoir, soyez les bienvenus mes chers amis dans cette 117e émission de Culture Im, c'est oui déjà la 117e. Et aujourd'hui, nous avons une belle équipe que j'ai le plaisir de retrouver. Nous sommes avant tout avec Banzied. Bonsoir Banzied. Bonsoir, Majesté Thomas. Je veux dire Thomas. Oh non, arrête, non. Excuse-moi, c'est Florent, il m'a dit il faut flatter son ego quand il est pas là, donc... D'accord. Bon bah je te fais un Lydia de 50 balles juste après l'émission. Allez, c'est parti. Et je ne suis pas tout seul, je suis avec le comme qui dirait, le couple phare de Culture Im. Je suis avec Seb et Julia. Comment ça va? Bonsoir. Comment Écoute, allez-vous? ça va. La On est forme? bien. Il fait beau, il pleut pas. C'est ça, c'est le bonheur du mois de février, quoi. Février, laissez-vous déshabiller, quoi, comme on dit le plus souvent. Mais chez toi. Bon, on l'entend de moins en moins, mais c'est vrai que c'est assez souvent dit. Alors, belle émission aujourd'hui. Je suis content qu'on fasse ce sujet-là. C'est un peu une émission hommage, mais je sens que c'est aussi une émission passion, finalement, une émission viande, cuisine. Tout ce qui plaît à Julia, quoi, en vérité. Ce qui a été vraiment l'élément déclencheur, et on tient quand même à lui rendre hommage, c'est la disparition de Gaspard Ulliel il y a de ça quelques semaines, et c'est ce qui nous a motivé à traiter le sujet dont nous allons parler aujourd'hui. On avait envie, et notamment Julia, de retracer la filmographie du personnage d'Hannibal Lecter, qui va donc être le sujet de cette 117e émission. C'est parti, la chronique sur Hannibal Lecter. Alors, comme vient de le dire Thomas, je vais essayer de retracer un petit peu l'histoire d'Hannibal Lecter au travers des films sortis qui sont des adaptations de romans. Alors, il y a 5 films. Moi, je vais plutôt vous parler des 4 principaux. On va dire que le premier a été un peu laissé de côté. Pour en parler brièvement, il s'agit du Sixième Sens qui est sorti en 1986, réalisé par Michael Mann, où on suit l'agent Will Graham à la recherche du Dragon Rouge. C'est le premier film avec Brian Cox qui joue Hannibal Lecter, contrairement au suivant, mais on va plutôt se concentrer sur les prochains, sachant que le film Dragon Rouge fait écho à ce premier film sorti et qui était un peu tout pourri. Voilà, c'est dit. Alors, je peux pas dire s'il était tout pourri parce que je l'ai pas vu, mais oui, j'ai su qu'il y avait déjà eu ce premier film, Le Sixième Sens, mais que comme il avait été refait avec Dragon Rouge, qui est le troisième. C'est ça. Le mec a révisé avant de venir, c'est bien. Ah, c'est Non, vrai. mais j'ai juste à côté, là. Donc, il y a Le Silence des agneaux, sorti en 1991 déjà. Hannibal, sorti en 2001. Dragon Rouge, sorti en 2002. Et Hannibal Lecter, Les origines du mal, en 2007, où notamment joue Gaspard Ulliel, et c'est sur ce quoi on va finir. Il s'agit d'adaptations des romans de Thomas Harris qui mettent en scène le tueur cannibale Hannibal Lecter. Le premier roman paraît en 1981 et s'appelle Dragon Rouge.
Alors, je suppose que vous connaissez tous le personnage du docteur Lecter. Bien sûr. J'en ai entendu parler. Il s'agit d'un psychiatre emprisonné pour cannibalisme. Et on a donc 4 films ici qui correspondent aux 4 romans. C'est Anthony Hopkins qui incarne principalement Hannibal Lecter dans les 3 premiers films dont nous allons parler, et Gaspard Ulliel qui reprend le rôle puisqu'il va s'agir d'un Hannibal Lecter plus jeune dans le dernier film qui est en fait un préquel. Exactement. On va commencer avec Le Silence des agneaux. Donc je vais vous parler des films dans l'ordre chronologique par rapport à leur sortie. Et pas Très bien. forcément par rapport à l'histoire principale, c'est important. Par Donc, il est rapport au sorti livre. en 91. Par rapport aux Continuez. livres, ils collent tous plutôt bien au bouquin, mais c'est plutôt qu'il me semble aussi que les livres sont pas forcément parus dans l'ordre d'évolution du personnage, on va dire. D'accord. Ah oui, du coup, tu vas commencer par Dragon Rouge alors. C'est ça Non, du coup, je commence par l'ordre de sortie, Ah, des films. Ok. de sortie des films, ce qui veut pas dire que c'est l'ordre de l'histoire. Oui. Il y a des préquels, il y a 2 préquels en fait qui s'intercalent. Autant pour moi. C'est comme Retour vers le futur, mais en différent. Donc, on a c'est Le une très Silence bonne des analyse agneaux, que tu viens de nous offrir. qui est réalisé par Jonathan Demme, avec notamment donc, Anthony Hopkins et Jodie Foster. Quand Donc, même. pour ce qui est du synopsis, on retrouve un tueur en série du nom de Buffalo Bill, qui a un mode opératoire un petit peu particulier. Son kink, c'est de dépecer ses victimes pour en faire des costumes ou du mobilier. Et donc, pour cela, il est recherché par le FBI, qui ne connaît pas son identité et qui met sur le coup la jeune Clarice Starling, chargée de rencontrer le détenu Hannibal Lecter dans l'espoir de mieux cerner la psychologie de Buffalo Bill pour l'appréhender. Puisqu'en fait, l'histoire nous révélera que Hannibal Lecter a plus ou moins connu ce Buffalo Bill, que lui, dès le début, se doute de qui cela peut être, mais qu'il aime jouer un peu avec Clarice Starling, et qu'il négocie, en fait, il va faire des séances de psychanalyse avec elle en prison, et en échange, à l'issue de chacune, il va lui donner quelques informations pour qu'elle puisse retrouver le tueur, et se faire entre autres bien voir du FBI, puisque Clarice n'est que stagiaire au début du film. Et en échange, elle doit lui raconter des choses sur sa vie personnelle, c'est ça? Ouais, tout à fait, pour qu'il puisse en faire D'accord. une analyse, ouais. Tu veux dire que le psychologue la manipule? Non, Ah, c'est pas son tiens. genre. Bon. Les débuts du profilage. Tout à fait. Donc, au box-office, je pense que je vous apprends rien en vous disant que ça a été un incroyable succès. Il a eu 5 Oscars, meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur, meilleur BO. Au niveau du budget, on est à la base à 19 millions de dollars. Et Oui, quand on même. récolte 272,7 millions de dollars. Ah ouais, Ah, monstrueux. le joli Les bénéfices bénéfice. sont pas mal. Ouais. Les producteurs étaient ravis. Alors, parmi vous, est-ce que tout le monde a vu le Silence des agneaux? Oui, je l'ai vu. Bah, Ouais. ça fait partie des films cultes quand même. Hein. C'est Je un pense que- classique, totalement. Je l'ai vu assez tardivement parce que ma grande sœur me disait regarde pas ça, ça fait peur. Du coup, moi en tant que gros peureux, je l'ai vu assez tard. Et au final, il t'a fait peur ou pas? M'a foutu un peu les jetons quand même, hein. Parce que Hannibal, même derrière sa vitre, le gars, limite il faut plus la truc que le tueur en série, que Buffalo Bill. Tu vas pas lui faire Bah, un câlin. Du coup, en fait, on va essayer d'aborder peut-être les plus et les moins. Du coup, comme tout le monde l'a vu, ça va être plus simple. Au niveau de la thématique, je pense que, de mon point de vue, un gros plus, c'est d'aborder la thématique du mal. Mais pas de manière à dire eux, c'est les méchants, eux, c'est les gentils. On a une vision qui est en nuance, qui est très bien jouée. Déjà, on a une Clarice qui, elle, incarne un peu l'innocence, la gentillesse, en opposition à Buffalo Bill, le tueur, lui, qui est complètement taré et mauvais. Et entre les deux, on a le lecteur qui est très intelligent, dangereux, mais qui développe une relation particulière avec Clarice, qui va même jusqu'à l'aider. Et donc, ça permet un peu de nuancer les choses. Donc, je ne sais pas ce que vous en avez pensé à ce niveau-là sur la thématique du mal dans le film. Alors moi, je le trouve vraiment. Il fait vraiment partie des films cultes. Je trouve que la réalisation dans la relation entre Hannibal et la flic, je la trouve vraiment passionnante. Je trouve que ces scènes là où elle est dans la prison sont vraiment captivantes. Moi, je m'attendais au départ, la première fois que j'ai vu le film, je me suis dit, ça va être. Quand j'ai vu que c'était Hannibal Lecter, je me suis dit, on va voir un gars qui découpe des corps pendant 1h30 et ça va être gore. Et en fait, c'est une approche complètement différente du cannibalisme.
que j'avais toujours beaucoup aimé. C'est pour ça que j'aime toujours autant ce film. Donc pour moi, ça avait été un très très positif. Mais de toute façon, on le voit pas manger au début du film. C'est juste Non. à la fin, quand il s'échappe, que oui, il y a une part de cannibalisme. Mais au début, c'est surtout centré sur Buffalo Bill. Exactement. Ouais, exactement. puis comme tu l'as dit, Banziette, sur les débuts, enfin même sur le profiling, en fait, c'est très concentré là-dessus au travers d'Hannibal. Moi, c'est ce que j'ai adoré personnellement. Donc, Oui, t'es plus sur un thriller psychologique avec une montée de l'ambiance, un suivi, des échanges, quoi. C'est pas axé horreur pour moi. Ah non, complètement, c'est pas axé horreur, c'est vraiment thriller et suspense. Ah ouais, clairement. Parce que du coup, comment elle s'appelle, Clarisse, Jodie Foster, au début du film, c'est comme tu disais, Emilia, c'est la stagiaire. Elle arrive, on lui dit tiens, tu vas aller voir monsieur le docteur Hannibal, docteur Lecter, et il va te raconter des trucs. Parce que clairement, à la base, c'est vraiment pour lui mettre aussi la pression pour son début, son entrée dans le game, quoi. Normalement, elle est pas censée du tout être avoir un poste à responsabilité. Elle est sous-estimée et sous-évaluée. Ah bah c'est une femme. Ça. Et puis il me semble que même à la base, en fait, au FBI, on lui dit surtout, Clarisse, tu donnes pas d'infos personnelles. On veut juste que tu y ailles en tant que la petite stagiaire mignonne qui va lui donner un peu faim. Et surtout, tu deals pas avec lui. Et en fait, elle contourne un peu la règle parce qu'elle se rend compte que le seul moyen qui l'oriente vers le tueur, c'est de partager des infos personnelles. Et elle se fait griller, je crois, à un moment d'ailleurs, par le directeur de la prison. Exactement. Quelle est la couleur de votre petite culotte? Comment? C'est l'une des premières questions qu'il lui dit, il me semble. La couleur de ses sous-vêtements. C'est possible. Ça me parle. Mais le truc aussi, c'est ça, c'est que de mémoire, le directeur, il veut surtout écrire sur Hannibal et sortir des thèses comme quoi. Oui. Exactement, mais en gros, c'est son sujet d'étude et c'est son petit truc à lui et il veut vraiment faire, en gros, gagner en notoriété grâce à lui. Et oui, Jodie Foster, elle est pas du tout là pour rester à la base, sauf que elle attire son attention et il y a un échange qui fait que le feeling passe bien. Ah, et ces échanges là un peu à huis clos là entre les deux, je trouve que c'est vraiment c'est la clé du film. C'est ce qui a été le plus réussi à mon goût, je trouve. Les deux acteurs là-dessus, rien à dire. La connexion entre les deux acteurs est vraiment exceptionnelle. C'est ce qui fait partie justement des gros plus que je me suis marqué, c'est le jeu des acteurs. Ils sont vraiment exceptionnels. Hein. Exactement. Même pour Buffalo Bill, celui qui joue Eddie, en fait, le tueur un peu taré, on n'a pas affaire à un bœuf psychopathe. En fait, quand on le voit pour la première fois, il est très maniéré, il est très inquiétant et malaisant, mais c'est pas du tout le stéréotype du tueur en série avec une tronçonneuse qui découpe en morceaux. Ah oui, il est même super flippant dans son attitude. Justement. Ça fait justement très personnage secondaire pour un film qui est censé porter sur sa capture. C'est ça. Mais c'est ça la clé du truc en fait, c'est que finalement c'est vraiment la relation entre les deux qui nous intéresse, entre Lecter et Clarisse. Alors que c'est vrai que Buffalo Bill c'est un peu le prétexte pour qu'il y ait un échange entre les deux, mais c'est l'histoire qui est belle et c'est ça qu'on aime dans cette histoire. D'ailleurs, en fait, ça me fait écho à des commentaires que j'ai pu lire où t'as des gens, ceux qui n'aiment pas trop le film vont dire aussi que c'est vendu comme une enquête, alors qu'en fait, le sujet est pas du tout en l'enquête, ça passe complètement au second plan, et on se base plus sur la relation entre Clarisse et Hannibal Lecter, et c'est pour ça que quand on l'a vendu comme thriller, mais pas forcément un thriller psychologique, t'as des gens qui ont été déçus parce qu'ils s'attendaient vraiment à voir une enquête et pas ce genre de film-là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais bon, après, c'est la magie du cinéma aussi. Hein. D'ailleurs, dans la petite anecdote qui est assez sympa sur sa façon de jouer, que tout le monde connaît, j'imagine, c'est qu'il cligne pas des yeux une seule fois. Ouais. Ah bon? Oui, c'est faux. C'est faux. Attends, c'est faux ou c'est vrai du coup? Je sais plus, en fait, il y a la légende veut que durant tout le film, Hopkins, pour donner un petit peu de contenance, encore plus à son personnage, ne cligne jamais des yeux durant les scènes. Et c'est faux, quoi. Il a un regard tellement intense qu'on peut se piéger. Mais ça doit pas arriver tant de fois que ça pour le coup. De quoi? Qui cligne. Ouais. C'est vraiment limité par rapport au nombre de prises et au temps que tu passes en fait, où t'as l'impression que tout s'enchaîne. Quand il est vraiment face caméra, c'est pas qu'il y a zéro émotion, mais en fait il arrive à se déshumaniser aussi via des petits trucs comme ça. Et ce qui est très fort, c'est que je crois avoir lu que Anthony Hopkins là-dedans, c'est le rôle principal, mais on ne le voit que 16 minutes à l'écran. Hein. Mais c'est ça, mais c'est exactement ça. C'est ça qui est ouf. C'est ça qui est ouf, c'est que le gars, mais même d'un point de vue récompense, le gars gagne un Oscar pour une prestation d'un quart d'heure, mais c'est exceptionnel.
C'est exceptionnel. Bah, carrément. Et je crois d'ailleurs que ce film-là, on n'avait pas de doute sur le fait qu'il soit réussi dans la mesure où, a priori, il est très très fidèle au premier bouquin. Même au niveau physique des personnages, a priori, dans le livre, je l'ai pas lu, hein, j'en ai lu un autre, mais pas celui-là. Il est décrit qu'Hannibal Lecter a des yeux marrons, certes, mais qui passent parfois au rouge. Et en fait, dans le film, à des moments, Anthony Hopkins qui a les yeux bleus, on voit des rayons rouges, on voit des reflets rouges vraiment passer dans ses yeux. De toute façon, les yeux bleus, pour moi, c'est toujours quelque chose de très. Quand le personnage est important, c'est toujours quelque chose d'assez glaçant. Les yeux bleus. C'est clair. Je trouve que ça transperce la caméra. Et puis en plus, Ouais. ce qui contribue, je l'ai mis dans les plus aussi, c'est que moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est l'ambiance musicale qui est complètement prenante et malaisante. Je trouve que les sons sont très bien posés. Et ils sont, je dirais, au niveau de l'Exorciste. Par exemple, ce film-là, on a toujours ces musiques entêtantes. Et bah, je trouve que c'est un peu du même acabit, quoi. Donc autant dire que ça met la pression pour le premier film Hannibal Lecter, quand même cette saga. La suite, quand même, je pense que pour la suite, ils avaient la pression quand même quand ils ont vu que un tel film avait été autant réussi. Je pense que ça devait être assez complexe. Puis en plus, il a été très bien documenté. C'est riche en informations, sur le profiling notamment, ou même dans les inspirations. Il faut savoir que le personnage du tueur en série Buffalo Bill, il a vraiment existé. C'est un charmant monsieur qui s'appelait Ed Gein. Donc il s'appelait Eddie, comme en fait le tueur. On apprend qu'il s'appelle Eddie aussi. Ce cher Ed. Et il tuait vraiment des femmes. J'ai écouté un Ondelat raconte d'ailleurs, parce que petit big up à Ondelat, parce que c'était très intéressant. On l'embrasse. Très bien documenté aussi. Et où, effectivement, je crois que c'était dans les années peut-être 70 ou 80, t'avais un peu le vieux gars du coin. Au bout de quelques années, on a commencé à se dire c'est bizarre, il y a une nana qui est morte, et il y a 7-8 ans, il y avait une autre nana qui a disparu, et ils avaient croisé le même mec. Ils décident d'aller chez lui, c'était un peu l'idiot du village. Ah bah tiens. On sait jamais. Et là, ils ont découvert, mais pour de vrai, des bols à cacahuètes dans des boîtes crâniennes, des abat-jours faits en peau. Des services couteau-fourchette fait avec les manches en os humain. Ils ont retrouvé des têtes sous le lit de mémoire. Et puis aussi, c'est vrai, le costume fait de peau que porte Buffalo Bill dans Hannibal Lecter, ils ont également retrouvé des costumes faits de peau de femmes dépecées dans la garde-robe de notre vrai tueur en série là. Sympa. Bon appétit, bien sûr. J'espère que vous n'êtes pas en train de manger. La question s'était posée, oui, parce qu'en fait, la petite nuance, c'est que on n'a pas été capable de comptabiliser combien de personnes ont été tuées par lui et combien ont été déterrées des cimetières environnants pour justement servir en gros de maison de déco, enfin voilà, de déco de maison. Oui, bah, je pense que c'est une belle transition pour passer à notre deuxième film de notre belle saga Hannibal Lecter. Il s'appelle Hannibal, tout simplement. Tout simplement. Sorti en 2001 et réalisé par Ridley Scott. Pas connu. Donc, il y a quand même 10 ans d'écart entre le premier et le deuxième. Ouais. Et il y a 10 ans d'écart, du coup, il y avait beaucoup d'attentes sur le film. C'est ça, je pense qu'il y avait une pression monstre par rapport au succès du premier. C'est ça, et ils ont fait en sorte, je crois d'ailleurs, que l'histoire se déroule quelques années aussi plus tard après le premier film. À chaque fois, il y a des décalages quand même dans le temps. Donc après le silence des agneaux. Là, on a Hannibal qui, comme tu l'as dit, Banzied, en fait, s'est évadé durant le premier film. Et lui, il coule des jours heureux à Florence, après une évasion remarquée. Et on suit toujours Clarisse, dont le rôle a été repris par Julianne Moore. Donc on a également en rôle-titre Gary Oldman, qui n'est pas très reconnaissable dans le film, parce que si vous vous souvenez, il jouait Mason Verger. Et lui, Verger, c'est une ancienne victime de Lecter. D'accord. Oui. Il a des petits problèmes de peau. Dieu de déplacement, il a bien amoché. Celui qui est dans un fauteuil roulant, là. C'est ça, et qui n'a pas une tête très attirante. Il fait un peu peur aussi. Hein. Exact, je m'en souviens. Oui, si peu. Et donc, c'est Gary Oldman qui est grimé. Et alors, lui, sa particularité, c'est qu'il a survécu à Lecter, mais il faut voir dans quel état. Et il cherche à tout prix à se venger. Donc, il retrouve Hannibal Lecter, qui est en effet à Florence et qui est conservatoire provisoire d'une bibliothèque. Comme il voulait passer... Pardon ?
Tranquille, petite vie à Florence, tout se passe bien. Incognito. Et sauf que Hannibal Lecter, comme il en a marre d'être que conservateur provisoire, le conservateur en chef disparaît subitement. Il est retrouvé assassiné, je crois, ce qui lui permet, coup de peau, d'accéder au tiens. poste. Voilà, ça tombe plutôt bien. Et je crois que c'est comme ça que un des hommes de main de Mason Verger le retrouve en fait. Sauf que celui-ci décide d'y aller tout seul et il se fait assassiner à son tour par Hannibal Lecter qui quand même l'avait un peu vu venir et qu'il est vu qu'il est plus malin que tout le monde. De manière Bien plutôt joué, cool d'ailleurs de mémoire. Ouais, t'as des intestins, tout ça, ça commence déjà assez trash celui-ci par contre. Ouais, En gros, ils reprennent une mort particulière. Un supplice romain, quelque chose comme ça, où il est pendu avec ses propres intestins, je crois bien. Devant une église, il me semble. C'est ça, c'est très classe. C'est Et chic. donc c'est poème. la solution maintenant pour faire coffrer Lecter, c'est le chef du FBI, toujours, qui décide d'utiliser, avec l'aide de Mason Verger, Clarisse comme appât pour attirer Lecter, puisqu'il lui voue toujours une sorte de pas d'admiration, il est fasciné en fait par elle. Mais c'est ça. Mais encore une fois, Lecter est plus malin que tout le monde et on assiste à un gros retournement de situation qui fait qu'il kidnappe Clarisse et son chef pour les inviter à un petit repas fort sympathique. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la scène du repas. Avec un méchoui. Non, c'est ça? Non, c'est pas un Il méchoui. lui ouvre le cerveau, là. Oui. Ouais. Où en fait, Clarisse se voit servir à manger un petit bout du cerveau de son chef qui est en face d'elle et qui continue à lui parler. Parce qu'a priori, Hannibal est super doué en dissection et il réussit à lui enlever des petits bouts de cerveau tout en le gardant en vie, ce qui est charmant. Il l'a drogué aussi un petit peu, il me semble. Ah oui, oui. Puis il lui fait Du goûter coup, son le gars, il lui a ouvert le cerveau, il le dissèque un petit peu et hop, à la poêle. Tout à fait. C'est un bon. Donc pour ce film, on a 87 millions de dollars de budget au départ pour 351 692 dollars de recettes. Et 10 centimes. Donc là encore, Donc là, d'accord. Donc, au-dessus du premier, quoi. Ouais, Ouais. c'est ça. Et par contre, l'accueil est assez mitigé. Notamment, t'as Jodie Foster, en fait, qui n'a pas voulu reprendre le rôle de Clarisse alors qu'elle était pressentie. Elle leur a fait changer le scénario en disant qu'il trahissait Clarisse parce que c'est pas l'image qu'elle en avait. Et au final, même après avoir changé le scénario, elle a fait non. Ok. Un Donc, caprice de star comme on les aime. Ouais, a priori, même Anthony Hopkins était très déçu. Ils sont pris la tête. Enfin, ça a fait tout un speech. On a Peut-être même manger. C'est ça. On a même cru que le film allait carrément être annulé. Mais Ah oui, quand même. Ouais, vraiment. Moi, au niveau des points forts, j'ai noté que pour le coup, là, j'ai trouvé que c'était le thriller qui était plus mis en avant. On a beaucoup plus de temps passé sur l'enquête, sur un peu le jeu du chat et à la souris, plus que sur la psychologie qu'on avait durant le premier film. Bah là, du coup, oui, Julianne Moore, elle est à la recherche d'Hannibal, quoi. Donc c'est une vraie enquête pour le coup. Ouais, Oui. et puis là, on avait une présentation d'Hannibal. Là, on rentre un peu dans le vif du sujet, si j'ose dire. Les capacités du maître. Ah oui, capacité, comment dire, alimentaire. Oui, non, mais puis même, il est quand même très intelligent. Il est au-dessus de la moyenne. Il manipule qui il veut comme il veut. C'est pas donné à tout le monde de blouser la police, même au niveau international, et de retrouver un poste. Enfin, tu vois l'idée, quoi. Alors moi, malheureusement, c'est un de ceux que je n'ai pas vu de cette belle saga. Mais j'ai vu quelques extraits. Je me souviens justement de la scène de la cervelle. Je sais que je l'ai vu. Mais malheureusement, je peux pas trop rebondir sur ce film parce que c'est vrai que j'ai pas eu la chance de le voir. Mais Julia est en train de pas mal me le vendre et c'est possible que dans la semaine, je me fasse un petit kiff cervelle. Cervelle et... Je dirais qu'il y a à la fois du positif et du négatif, bon, comme un peu partout, mais déjà, ce qui est positif, c'est que même si ça fait longtemps que t'as pas vu les autres, par exemple, je dirais que c'est une suite sans en être une. Bon, alors parce que t'as des personnages qui changent, même si les principaux restent les mêmes. Comme je l'ai dit, on se base sur une toute autre intrigue, en fait, vu qu'on suit là la fuite d'Hannibal Lecter, la vengeance de Mason Verger. Donc, quelque part, si t'as pas vu les autres ou que ça fait longtemps, c'est pas grave, tu peux te replonger dans celui-ci. Moi, il m'a fait penser au niveau de l'ambiance au Da Vinci Code, vu que ça se passe beaucoup à Florence, qu'on a aussi un rythme très soutenu parce qu'il y a beaucoup d'informations, que je trouve un peu dommage à vouloir. T'as l'impression qu'ils ont fait un peu un truc blockbuster, en même temps série de Scott, hein. Mais ils ont voulu c'est ce que j'allais dire. Quand t'as ce genre de réalisateur, t'es obligé de t'attendre à ce qu'il sait faire, quoi.
Et ce qui va vous faire plaisir aussi, est-ce que vous avez une idée de qui est derrière la BO de celui-ci? Pareil, un grand nom. Oh, je sais pas, Hans Stephen Zimmer. Williams ou Hans Zimmer, tout à fait. Attends, c'était là ou l'autre. Allez, c'est facile. Aussi en point, alors que moi je mettrais en positif, mais c'est pas le cas pour tout le monde, c'est qu'il est vraiment plus gore en fait. Là où dans le premier, tout était suggéré et là où tout le malaise était suscité par le jeu d'acteur qui était excellent, là on se repose plus sur des effets trash, clairement. Ah oui, complètement. Bah là, on voit tout. Bah, on- puis, tu on se subis régale, la quoi. première victime qui s'en est sortie, où vraiment elle t'accompagne pendant tout le film. Déjà, rien que de le voir, c'est un malaise. Il y a un flashback, je crois, en plus. Mais oui, t'as le flashback de comment il s'est retrouvé défiguré, qu'est-ce qui s'est passé, enfin... Et c'est aussi là d'où vient la petite légende en mode il faut donner, si vous voulez faire disparaître un corps humain, il faut le donner à des porcs. Des cochons. Oui, ça, Est-ce que vous je me vous souviens. souvenez, Est-ce que vous vous souvenez du plan de Mason Verger, lui, dans son idéal pour se venger, ce qu'il veut faire à Lecter? Spoil pas Thomas. Bah, c'est le Moi, bah, du coup, non. Toi, non, mais C'est il pas veut le faire. ça. Il veut faire manger des cochons. Ouais, je crois qu'il a fait exprès un élevage de porcs eux-mêmes Corse. affriolés par l'avion du Maine, quoi. Je crois que c'est des porcs corses ou d'Espagne. C'est un truc vraiment une race bien spécifique. Il les nourrit pas, il les affame. Il est pris avec des corps, je crois, justement. Oui, pour Un leur truc donner comme ça. l'habitude, mais rarement de façon à ce que les mecs aient bien la dalle quand il va leur servir Hannibal, quoi. Mais après, c'est dans Snatch aussi où ça parle de Ouais, faire disparaître des corps avec des cochons. Hein. C'est pas Exactement. faux, mais là c'est vraiment explicite en mode il faut pas laisser certaines parties. là, on le voit, là. C'est dans celui-là. Mon gros point de déception, c'est que Julianne Moore m'a déçue. Je la trouve, par rapport à Jodie Foster, je trouve qu'il y a pas photo. Jodie est quand même au-dessus niveau jeu, et je trouve Julianne Moore, à vouloir trop jouer l'innocente, je la trouve beaucoup trop drama queen et larmoyante. Mais voilà. Ça peut se comprendre. Ça peut se Je comprendre. peux comprendre ce que tu dis, oui. Et on passe donc à la minute du cul de Seb. Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. Je sais, vous pensez, s'il n'a rien à dire, il ferait mieux de se taire. Oui, c'est trop facile. C'est trop facile. Vous voudriez que je fasse comme tous ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux? Eh bien non, mesdames et messieurs, moi quand je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache. Je veux en faire profiter les autres, et si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien on en parle. Quasi, active la minute du cul en rotant. Alors moi aujourd'hui pour la petite minute du cul, je vais essayer d'être raccord. J'ai fait une petite recherche rapide pour vous présenter les 10 cannibales les plus célèbres au monde. Top. Je suis sûr, Julia, elle l'a déjà fait dans une autre chronique. Ouais, je crois que ça me dit quelque chose aussi, cette histoire, mais... Non, j'avais sur qui mange quoi et qui fait quel crime. Ah, c'est vrai. Exactement, c'est exactement ça. Autant pour moi. Non mais moi je vais juste les présenter, je vais pas vous faire jouer. On va rester simple parce que j'ai peur que sinon la minute se transforme en demi-heure du cul. En demi-heure de débat, Et notre cul n'est pas prêt à ça. Voilà. bien sûr. Mais Laissons-le. toi, comment tu la cuisines, la cervelle? Explique-moi, j'ai envie de savoir. C'est l'origan qui fait tout. Non, plus sérieusement, je vais vous parler du coup des 10 plus connus. Donc, il n'y a pas forcément d'ordre spécifique. Donc, je vais vous les lancer à la volée. On a un petit monsieur, un Américain qui s'appelle Albert Fish. Ok, déjà sympa. A sévi en 1920 à peu près. Il est connu pour avoir violé, assassiné et mangé de nombreux enfants. Et en fait, ce qui fait la petite saveur du truc, c'est que ce mec-là, il déclarait même prendre un plaisir sexuel à manger les enfants et à s'imaginer en train de le faire. Le mec est quand même allé jusqu'à écrire à l'une des mères de ses victimes pour lui dire à quel point sa fille était agréable à manger. Je crois que j'en ai entendu parler de celui-là. Ah bah le prochain, tu le connais aussi. Edmund Camper. C'est pas celui qui est dans la série, là? Attends. Mindhunter, Oui, dans ouais. Mindhunter, exactement. Il a tué ses grands-parents alors qu'il était juste adolescent. Il a été élevé dans la cave par sa mère parce qu'il faisait peur à ses sœurs. Bonne idée, maman. Voilà, comment faire des enfants stables. Et puis à l'âge adulte, il s'est mis à enlever et assassiner des jeunes filles, donc 6 au total. Il a abusé de leur corps, il a fini par les dévorer. Il a abusé de leur corps, les a dévorés et a re-abusé de leur corps. Tout à fait. Non mais et puis en plus c'est lui qui allait se dénoncer à la police parce que justement il avait la flemme de pas se faire choper. Oh là là. Je rigole, mais c'est pas drôle. Hein. Je tiens à le préciser, je ne cautionne en aucun cas ce comportement et ces actes.
T'as raison de préciser. J'ai Ensuite. aussi un petit russe, un philosophe russe, qui aurait tué 52 personnes. Putain. Beau score. Pas Donc mal. majoritairement des femmes et des enfants. Et lui, son petit truc, c'était de déguster les parties génitales. Ok. Bon, il a C'est- été condamné à mort en 92, donc rassurez-vous, on ne prendra pas demain. on Champion. l'embrasse. Non, pas du tout. Pas moi. J'ai aussi Jeffrey Dahmer à vous proposer. D'accord. Vas-y. Il aurait mutilé, violé et bien sûr mangé 17 jeunes hommes. Bon, il les a pas tous bouffés, mais en fait, il mangeait leur cœur pour leur redonner vie à travers lui. Ok. Nous avons affaire à Highlander. C'est ça. J'ai Anna Zimmerman aussi, D'accord. 81. C'est une Allemande de 26 ans, maman de 2 enfants, qui a tué son compagnon et parce qu'elle était en colère. Elle l'a ensuite démembré, congelé et fait à manger à table à ses enfants. Ah putain. Grande classe. Les knackis, quoi. Les raviolis, c'était ça. Un dont on a aussi entendu parler, c'est, alors je vais prononcer le nom, mais pas dit que ça se dise comme ça, Armin Meiwes, le cannibale de Rothenburg, plus récent, mars 2001. En gros, le mec met une annonce sur Internet en disant qu'il cherche un homme entre 18 et 30 ans désireux d'être mangé. Ok. Il y a quelqu'un qui lui répond, un Allemand, originaire de Berlin, Brent Jürgen Brand. Et du coup, les deux vont discuter, ils vont sympathiser, et d'un commun d'accord, ils vont lui couper son pénis et ils vont le manger tous les deux. Ok. Sérieux? Ouais. C'est horrible. Je Bon, dis plus. après, voilà, il a quand même tué l'ingénieur et il l'a mangé. Après, il l'a congelé et il l'a mangé au fur et à mesure. Eh ben non, ça sera pas que ton zizi. Parfait. Surprise. Bon, je vais écourter parce que sinon on en a encore pour 3 plombes. Surtout vu la joie avec laquelle tu nous transmets ce beau message de paix. Franchement, ça donne envie là. Si jamais vous avez envie de vous faire une petite bouffe, j'attaque les de là, invitations et puis Fini l'enregistrement, j'y cours. Hein. juste, on a Nicolas Coquin. Coquin Ok. Coquin, les coquins. C'est ça. Français, québécois? Et de Rouen. Ah. Ouais. Ah bah, en même temps. Il avait fait les gros titres en 2010 pour Représente. avoir mangé un bout de poumon de son compagnon de cellule. D'accord. L'homme avait déclaré à la barre avoir ressenti lors de l'acte une jouissance intérieure identique à une jouissance sexuelle. Parfait. Ajoutons avec froideur, ce que j'ai fait, j'ai aimé le faire. Bon. Et ça c'est beau. Donc là, on pense à l'avocat qui était à côté de lui, qui était en train de s'arracher les cheveux, je pense. Le Dis mec pas s'est ça. dit, bon bah non coupable, c'est foutu les gars. Là, pour le plaider, ça va être compliqué quand même. On fera pas appel. Et pour finir, je vous propose un petit japonais étudiant en France Ah, qui avait invité chez lui une de ses amies hollandaises, Renée Hartvelt. Celle-ci ayant refusé ses avances, le jeune homme n'a pas hésité à l'abattre d'une balle dans la nuque et il l'a ensuite découpée afin de pouvoir la déguster. Il aurait déclaré « Rien n'est aussi délicieux ». Les faits datent de 81 et aujourd'hui, Sagawa, toujours en liberté, a même écrit plusieurs livres. top. Oh putain. Les gens me fascinent. Il y a Les de gens tout, me hein, font il faut de tout pour faire un monde. Non, je Ah déconne, bah. c'est pas... Non. Donc ce serait tout pour moi, pour ma Eh petite ben minute écoute, du merci culte. pour cette belle minute du culte qui, je trouve, s'inscrit parfaitement dans le thème de cette belle émission. Ah, C'est je vais le bien coup, dormir je ce soir. Ah non, mais là, c'était, on ne pouvait faire mieux. Et, J'espère que vous avez bien tout visualisé. et encore une fois, bon appétit à tous. Et faites attention si vous êtes dans une cellule de prison à pas vous faire bouffer un poumon. C'est vrai qu'un accident est vite arrivé. Alors, si vous avez bien suivi, le nom de notre troisième film est... Dragon rouge. Yes, il y en a au moins un qui suit. The Red Dragoon. The Red Dragoon, oui, tout à fait. On n'a pas vu le même film, ou alors t'as téléchargé la version 47. Je l'ai vu sur Nickelodeon, c'était très très bien. Lui, il est réalisé en 2002 par Brett Ratner, où là, alors, je parlais de films qui n'allaient pas forcément dans l'ordre d'évolution du personnage. Bah lui, il en fait partie. On revient au moment où en fait Hannibal est arrêté et mis en prison.
par l'agent Will Graham. Donc en fait, ce serait le premier dans l'ordre d'apparition d'Hannibal Lecter. Parce que si vous vous souvenez, Clarisse, elle le rencontre, il est déjà en prison. Et en fait, il aurait été mis là par l'agent donc William Graham, qui est joué par Edward Norton. D'ailleurs, il allait se faire choper, il me semble. Il allait se faire tuer d'ailleurs. Oui, là, il a un peu appâté le cannibale sans le vouloir. Et c'est au moment où Lecter allait pour le tuer qu'il a réussi à le piéger et qu'il est en prison par sa faute, quoi. Oui, de mémoire, il s'en sort pas en mode safe et tout va bien, quoi. Non, il est un peu amoché. Même de mémoire, oui, il me semble que il allait voir déjà Hannibal Lecter en tant que psy, en tant que psychiatre, et il lui faisait part de tout, il lui parlait de ses enquêtes, donc le gars, il était tranquille, quoi. Bah oui, il savait déjà tout en avance. Et donc là, c'est son chef de service qui le recontacte, parce qu'un petit peu traumatisé par Hannibal Lecter, il s'est un peu écarté du monde judiciaire, mais là, on a besoin de lui pour traquer le fameux Dragon Rouge. Et c'est là qu'on réalise qu'il aura besoin de l'aide d'Hannibal Lecter. Donc on a en quelque sorte un remake du triangle tueur, agent du FBI, Hannibal Lecter qu'on voit en fait dans Le Silence des agneaux, mais un peu au masculin avec Edward Norton. À la différence que dans celui-ci, Hannibal Lecter ne connaît pas le tueur en série. Il ne connaît pas, oui. Donc ensemble, ils établissent le profil du meurtrier qui se révèle être sous l'influence d'une gravure, le Dragon Rouge. Et ce qui fait qu'il ne tue que les soirs de pleine lune, de préférence les familles. Et c'est Ralph Fiennes qui joue ce méchant, le Dragon Rouge. Voldemort. Le casting est stylé quand même sur ce film, quand on prend du recul. Encore un beau casting, oui. Ouais. Et comme je l'ai dit, il s'agit en fait du premier film dans l'ordre chronologique. On a un accueil plutôt positif de ce film-là. En recettes, on a 209 196 millions de dollars pour un budget de base de 93 149 000 dollars. Un peu moins que celui de tout à l'heure. C'est ça. On a 10 000 euros de moins. Pour le budget. Non, 10 000 Des millions. Pour le budget. Pour le budget de base, on est à 93 millions. Ouais, mais même pour la recette, au final, c'est pas ouf. Enfin, un peu moins, oui. C'est ouf, mais pas par rapport à celui d'avant. Non. Au niveau de la longueur et du rythme, je dirais que ça se goupille pas trop mal, parce que pour le coup, on rapporte encore un côté enquête qu'on n'avait pas forcément dans le Silence des agneaux. Et puis bon, on a Ralph Fiennes, moi qui me fait penser un petit peu dans sa manière de jouer Dragon Rouge à ce qu'on a pu voir récemment avec Split. Oui, c'est vrai. Ah oui, exact. Avec le tatouage dans le dos représentant un démon, il me semble. Je me demande, c'est un dragon, justement, c'est la gravure. Et c'est une gravure du dragon. Qui à la base est une œuvre d'art en fait. Type médiéval. Et en gros, il veut devenir le dragon de cette. Non, c'est même pas une gravure de mémoire, c'est une peinture. Bah, c'est un dessin. Une peinture. Et du coup, je me demande si dans Split, les scènes où on assiste à une espèce de transformation physique du personnage principal, ce serait peut-être même pas une référence à Dragon Rouge, puisqu'on a ce genre de plan. On le voit justement se transformer d'homme qui à la base est très banal, qui a un bec de lièvre, je crois. Enfin, il a une petite malformation physique, il est très timide, il communique pas avec les gens. Ouais. Et on le voit un peu se transformer quand il devient le Dragon Rouge. L'intérêt de ce film, moi de mémoire, c'est surtout la relation que le méchant a avec une nana qui est aveugle en fait. Et qui, elle, le voit pas dans ses imperfections, mais uniquement qui l'entend uniquement et qui le considère comme tout le monde. Et on est toujours dans cette balance de est-ce qu'elle va pencher de quel côté ? Voilà, est-ce qu'elle va le sauver de son côté meurtrier ou est-ce que pas du tout en fait au final elle va lui permettre d'exploser en tant qu'assassin. Bah oui, c'est un peu tout le dilemme. On a encore un jeu sur le bien, le mal. Je trouve qu'on revient bien à la problématique de départ qu'il y avait dans le Silence des agneaux. De justement essayer d'analyser toujours est-ce qu'il y a un mal absolu, dans quelle mesure il se manifeste. Puis clairement là t'as pas plus innocente la petite, je sais plus si elle était blonde mais enfin la petite fille toute fragile, toute frêle, handicapée qui rencontre en fait le bourreau mais comme elle le voit pas, elle peut pas s'imaginer que ce qu'elle a en face de lui c'est un mec hyper violent quoi. Et à quel moment une personne peut vriller comme ça en fait. Elle a pas la notion de la peur à ce moment-là quoi. Ah ouais pas du tout, pendant tout le film de mémoire c'est Moi, je le vois comme toi aussi. Je le vois aussi comme toi, Seb. Après, moi, j'ai pas trouvé j'étais contente de voir Edward Norton quand je l'ai vu, mais j'ai pas trouvé pour autant que sa performance était incroyable à lui.
Tu sais, je pense que Edward Norton, un peu la caractéristique de sa carrière, c'est qu'il nous a un peu tout fait, quoi. C'est-à-dire que il nous a fait des films exceptionnels, puis je trouve que moi, il y a des films où des fois, c'est un peu, je suis d'accord avec toi, le jeu est moins dans. Après, c'est mon avis, hein, mais je trouve Edward Norton, c'est des hauts et des bas en fait. Mais Ouais, voilà, moi, dans ce film-là, il m'avait très bien, j'avais très bien aimé. Et surtout j'avoue, à la fin. Vas-y, je t'en prie, Bonzienne. Surtout à la fin, quand du coup le tueur Dragon Rouge arrive à retrouver la maison d'Edward Norton, là où il est avec sa femme et son fils. Et je sais pas si je peux spoiler là. Si, vas-y. Oui. Mais du coup, quand il retient son fils en otage devant lui et que son fils il se met à suriner dessus, Edward Norton il se souvient de ce que le lecteur lui avait dit sur la personnalité de Dragon Rouge, comme quoi il était maltraité quand il était enfant. Et là, il commence à se comporter comme la mère de Dragon Rouge pouvait se comporter avec lui, comme pourquoi tu fais pipi? Arrête de faire ça! Pourquoi tu te comportes comme ça? T'es un vilain enfant! Et Dragon Rouge, il commence à redevenir le petit enfant qu'il était. Et ça, c'est une scène qui m'a énormément marqué, ça. Il sert effectivement des traumas de l'enfance du méchant pour essayer de faire un lien empathique entre son fils et justement le tueur en série. En se disant peut-être qu'il va avoir un moment où il va... Du coup, il trauma lui-même son fils, mais pour la bonne cause. Voilà. Voilà, exactement. Maintenant, il lui fait un câlin après, donc ça passe. C'est bon, on annule. Si tu veux pas... Chut, un câlin à son père et son fils. Arrête. Ah, je m'inquiète quand c'est toi. Oh, tout de suite. Mais du coup, voilà, c'est un peu le dernier film. C'est le dernier film dans lequel on voit Anthony Hopkins en tant qu'Hannibal Lecter. Puisque le dernier film en date, qui va probablement rester le dernier, puisqu'en fait ils suivent les bouquins et que c'est bon, maintenant c'est fini, c'est Hannibal Lecter, Les Origines du Mal, avec Gaspard Ulliel. Après, il y a la série, mais je l'ai pas regardée, je peux pas dire. Exceptionnel. On peut pas, on parle filmographie. On pourra en parler vite fait à la fin si vous voulez. Allez, voilà. Faut qu'on fasse ce 4e film avant alors. Voilà. Allez, hop. Donc Gaspard Ulliel, on incarne un Hannibal Lecter qui a une vingtaine d'années. Il fait de la pub pour du parfum, non? I'm not the man with the... I'm not the man. Non, du coup, il est même encore plus jeune. Enfin, moi, ce qui m'avait marqué, je sais, dans ce film-là, avant même de vous faire le petit résumé, c'est qu'on a un Gaspard Ulliel qui paraît très jeune. La première fois que je l'ai vu, Hannibal Lecter, je me suis dit « Ah, c'est Hannibal ?» Et ensuite, le film a commencé. Donc, il s'agit d'un film, tenez-vous bien, franco-tchéco-italo-britannique. Top. Voilà. Réalisé par Peter Werber et sorti en 2007. Donc là, comme son nom l'indique, on suit les origines d'Hannibal Lecter et là, on enquête plus sur le pourquoi du comment il est devenu cannibale. Pourquoi pas même aussi pourquoi il est devenu docteur psychanalyste à la base, parce qu'on découvre qu'il a quand même fait des études de médecine. Bon, il a commencé par la morgue, mais il a fait des études de médecine. Et en fait, on découvre qu'il n'a pas eu une enfance heureuse, comme beaucoup de tueurs en série. Ah bon. Fait. Ses parents sont morts et il s'est passé un drame particulièrement sordide avec sa petite sœur. C'est-à-dire que quand il avait 8 ans, il se retrouve retranché dans le château familial lors de la guerre. Ça se passe en 1940, donc ça doit être la Pologne, 45, comme ça. Oui, ils sont d'origine d'Est, il me semble. Ouais. Et donc il y a une guerre, ils se retrouvent pris aux pièces par des soldats affamés dans leur propre manoir familial. Ça se passe en hiver, hein. Donc, dans une petite maison à côté. Oui, oui. Non, la famille fuit le manoir. Ils vont se réfugier dans une bicoque en forêt. Mais c'est là que il se retrouve tout seul avec sa petite sœur Misha. Qui le protège. Les soldats débarquent, ils les séquestrent plus ou moins, puis un jour les soldats se disent « Il fait faim quand même, ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé ». Et là tu vois les soldats qui commencent à regarder la petite sœur et qui attrapent la cocotte minute. Bon, en gros, c'est ça. Voilà. Dans l'idée. Dans le gros de la recette, il y a de la viande. C'est ça, et il force notamment le jeune Hannibal à... elle engraisse un petit peu pour la suite, au cas où, quoi. Bah, c'est ça. Et donc, à partir de là, on a le premier trauma d'Hannibal Lecter. Ensuite, il est dans un orphelinat. Il se trouve un mentor qui est en fait une mentor parce qu'il se trouve qu'il peut aller, à un moment, il s'enfuit chez un oncle. Il se rend compte que cet oncle est décédé. Mais il a affaire à sa compagne qui est japonaise.
et qui elle aussi en fait est rejetée pas de par sa différence et sa particularité. Hannibal est assez introverti, donc il est mis de côté par les autres enfants. Et il retrouve en elle un peu cette différence, ce sentiment d'être mis de côté puisqu'elle est japonaise et que donc elle est très mal reçue dans son pays d'accueil. La France. C'est ça. Et donc elle lui sert de mentor, elle lui apprend notamment les arts martiaux, la façon de se battre un peu à la japonaise. Et donc ça devient, et puis il a une relation bizarre avec elle aussi qui est assez ambiguë. C'est à la fois sa mère, son père, carrément pas ambigu mère. parce que c'est carrément pas ambigu parce qu'à un moment ils s'embrassent, il me semble. Donc oui, mais c'est un peu érotique. Enfin, ça met du temps à se mettre en place. C'est vrai qu'au départ, on est vraiment considéré sur la femme de son oncle. Quitte à avoir un malaise pendant le film, autant l'avoir pendant tout le film, comme ça, hop, voilà. On ne parle plus, et merci, bonsoir. Bon, ça va, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de lien du sang. Et du coup, Hannibal, il a quand même toujours ce trauma de sa petite sœur, où il va se mettre en tête de retrouver ceux qui ont fait du mal à sa sœur et de se venger en les tuant. Et en les mangeant. Parce que ouais, en fait, le truc c'est ça, c'est qu'il retrouve les trois qui ont consommé sa sœur, on va dire ça comme ça. Qui ont consommé. Et le pic du film, c'est justement le moment où il doit en finir, c'est le dernier. Il est sur le point de le tuer et le dernier le regarde en disant mais toi aussi tu en as mangé. Et toi aussi t'avais faim. Et c'est là où tu te dis, ouais, en fait, il cherche pas juste à venger sa sœur, il veut aussi effacer ce souvenir-là en se disant, moi j'ai rien fait, j'y suis pour rien, j'y ai pas touché. Ouais, pendant tout le long du film, on te dit, il est pas coupable, il a pas fait comme les autres, et en fait, si. C'est le gros twist du film. En même temps, je sais pas s'il était coupable vraiment, c'était un enfant, quoi. Donc. Ouais, enfin, il en a quand même fait. Il a la bouffe, il lui en donnait. À ce moment-là. Non, moi je suis pas d'accord non plus parce que c'est pas comme s'il a fait miam miam, elle était vachement bonne, j'en veux encore. En fait, c'est qu'ils l'ont plus ou moins forcé. Enfin. Oui, mais en fait, pour moi, la façon dont c'est exploité au niveau de ce film-là, c'est vraiment à la base, tu pars en mode, il a été trauma parce qu'il a vu sa sœur se faire bouffer par 3 gars, et qu'à la fin, on te dit, mais toi aussi, t'en as mangé, mon gars. Bah, c'est un peu à la Old Boy, quoi. Ouais. Bah, c'est ça que j'ai un peu de mal avec ce film, en fait. C'est celui que j'ai le moins apprécié. C'est que j'ai pas l'impression que ses origines ont été vraiment racontées. Bon, d'accord, il a été docteur, il a fait des études, etc. Mais d'où vient cet attrait pour la viande humaine? Bah ça, justement, le trauma. Non, pour moi, je suis un peu d'accord avec Bronzienne. Moi, je suis un peu d'accord avec Bronzienne. Pour moi, c'est un traumatisme. Au fur et à mesure de ses meurtres, en fait, il goûte la viande de ses victimes, il se dit pas mal. C'est pas mal. Bon dos. Ouais, mais j'ai un petit préavis là-dessus. Mais vas-y, continue d'en parler. Je le vois différemment, plus en mode, justement, là j'ai déjà exposé le truc en mode par rapport au fait qu'il rejetait le fait qu'il avait mangé sa sœur, mais peut-être que justement l'acceptation à la fin de dire, quand il entend de la part de l'autre, t'en as mangé aussi, lui dans sa tête, ça déclenche peut-être un lien en fait avec sa sœur qu'il a perdu en mangeant d'autres gens. Du coup, derrière. Oui, c'est ça, il garde sa sœur. Tu auras un truc du genre, il garde sa sœur ou il se remémore sa sœur en bouffant des gens. Voilà. Ok, moi aussi je suis un monstre, donc ça continue. Moi-même n'étant pas cannibale, je saurais pas dire. Ça va, t'en as mangé aussi. Ne jamais dire jamais. Bah, une tempête de froid est si vite arrivée. Après, alors, au niveau de ce film, on est sur un budget de 50 millions, qui est quasiment deux fois moins élevé que les autres, en fait. Ah, c'est vrai, ouais. C'est vrai. En même temps, pour l'époque, il n'y a pas de grosse tête d'affiche. Exactement. Non, mais après, Gaspard Ulliel commençait à monter un peu. Je suis d'accord, il n'était pas encore extrêmement connu. Il y a Gaspard Ulliel. C'était pas encore. Non. C'était Gong Li qui joue l'asiatique. On l'a vu ailleurs, elle. Ah oui, elle, il me semble qu'on l'a vu ailleurs. Elle est dans le dernier Mulan. Elle fait la sorcière. Il y a Rhys Ifans qui fait le chef des. Oui. Lui, je l'avais déjà vu là. Effectivement. Celui qui fait Xenophilus Lovegood dans Harry Potter ou le lézard dans Amazing Spider-Man. Bah, joue dans Mémoire d'une geisha notamment, Gong Li. Dans La Cité interdite quand même. Et ouais, 2-3 têtes d'affiche, mais rien de. Après, c'est vrai que moi, je trouve que ça reste Gaspard Ulliel qui porte le film. On va dire que j'avais vu d'autres films avec lui. Mais j'ai un peu découvert là-dedans. Et c'est vrai qu'au début, il fait très jeune. Il est beau gosse, donc tu le vois pas forcément comme un Hannibal Lecter dont c'est pas la qualité principale. Mais il a des expressions
Enfin, moi, je revois là devant mes yeux la façon qu'il a de prononcer le nom de sa sœur, les yeux écarquillés, les têtes qu'il fait, où franchement, il se débrouille plutôt très bien. Il avait 23 ans. Il avait 23 ans en 2007. Je trouve que super jeune. Il y avait une sacrée prestation. Enfin, tu le regardais, il te faisait quand même pas mal flipper quand il s'imitait. Non, il assume bien le rôle. Pourtant, derrière Anthony Hopkins, fallait y aller. Ah bah oui, ça c'est clair. Je pense que en vrai, la seule image qu'on garde d'Hannibal Lecter, c'est Anthony Hopkins. Hein, mais pour jouer après lui, oui, c'est sûr. Fallait oser. Mais voilà, après, effectivement, moi, je l'inscrirais pas forcément dans la lignée des 3 autres. Déjà parce que c'est pas le même acteur, effectivement, principal, que c'est pas les mêmes mécanismes non plus. Mais ça fait toujours plaisir d'en savoir un petit peu plus sur les origines. Après, ce que j'ai regretté, effectivement, c'est que ça s'arrête à sa vingtaine. Au final, ce qui aurait été intéressant, c'est de voir Hannibal Lecter entre sa vingtaine et sa cinquantaine, au moment où il va se faire choper en quelque sorte. Et c'est là où on parlait de la série tout à l'heure, on tend un peu à ça, j'ai l'impression. Mais avec le film, la série Hannibal et Mads Mikkelsen. Voilà. Excuse-moi, Julia, le film, là, Les origines du mal, est-ce qu'il est aussi... mince, comment on dit, c'est quoi le verbe adapté d'un livre? Oui, il y a en fait chaque film qui est sorti correspond même au niveau du titre à un roman écrit par Thomas Harris. D'accord, donc c'est aussi une adaptation. Donc Les origines du mal existent réellement en livre. Je l'ai pas lu celui-ci, moi j'avais lu Dragon Rouge et je serais curieuse de lire justement. Je saurais pas dire si on en sait plus, mais c'est vrai que le film je l'ai trouvé très court. J'ai trouvé qu'il passait très vite. Alors est-ce que c'est parce que l'intrigue de base est très très simple? Je saurais pas dire, mais j'ai trouvé qu'il est très très rythmé, mais que du coup il s'arrêtait un petit peu comme ça. C'est la fin qui nous frustre un petit peu. Comme tu disais, on a envie de savoir ses autres crimes, comment il va devenir psychiatre, comment il va pas se faire choper, etc. Et du coup, tu parlais de la série. T'as pas les 20-30 ans justement où tout se passe, enfin où le personnage est le plus gore finalement. Mais oui, parce que là, ça se passe en Europe et les autres films, c'est aux États-Unis. Exactement. Et donc, voilà, on ne sait pas forcément non plus d'où vient son goût pour l'Italie, parce que dans les films, c'est quand même très mis en avant. Dans la série aussi, d'ailleurs. Et je trouve ça pas mal que justement, quelques années après, ils ressortent des séries de ce style-là. En plus, ils ont pris Mads Mikkelsen, qui n'a rien à envier à Anthony Hopkins, je pense, même si c'est pas le sujet de la chronique, je tenais quand même à le féliciter pour ça. Il est très bon, il est très très bon. Du coup, vite fait, la série. Ouais, la série, elle est disponible où la série? Bonne question. Moi, je l'ai vu en streaming, donc c'est que ça devait même pas être sur Netflix à l'époque. De mémoire, elle est pas sur Netflix, mais elle a été sur. Ça doit être une production qui a été sur Canal+ à un moment. Oui. C'est NBC qui produit. D'accord, très bien, d'accord. Et en parlant de série, il me semble aussi à vérifier, mais que là, ils veulent aussi faire une série Hannibal, mais centrée sur le personnage de Clarice Sterling. Ok, pourquoi pas. Après recherche, je vous confirme, ça a été dispo sur Netflix, et désormais, ce serait sur Canal+. Exactement, c'est sur Canal+. Et franchement, alors moi, je regrette qu'une seule chose, c'est de pas avoir eu le temps de regarder la dernière saison. Mais c'est une grosse perf de l'acteur, c'est bien fait. Et... On retrouve l'ambiance du Silence des agneaux, moi je trouve, ou de Dragon Rouge. On a une série qui colle pas mal au film. Si vous aimez les films, vous aimerez la série. Hein. Puis même l'acteur est connu pour ce côté flegme, mais en même temps extrêmement neutre dans son charisme. Il dit rien, t'es déjà pas bien, quoi. Écoutez, je pense que si avec tout ça, on n'a pas une belle programmation pour la semaine pour nos éditeurs, moi j'y connais plus rien. Hein. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire sur Hannibal, une déclaration d'amour, peut-être si on avait un à voir, lequel vous conseilleriez, quelle œuvre vous recommanderiez? Moi, je serais pas d'accord avec les autres. Je vais dire Les origines du mal parce que justement, t'as une approche différente. J'ai bien aimé. Est-ce qu'il y a du Japon dedans? Oui. Pour Julia, ce serait lequel à retenir? Le silence des agneaux, parce que je trouve qu'il y a tout. Dans les autres films, il y a à chaque fois des éléments très bien, mais le silence des agneaux, tout va, que ce soit le jeu des acteurs, la réalisation, la BO, tout est parfait pour celui-ci. Ça peut se comprendre. Et toi, Banzienne? Un peu comme Julia, mais je dirais aussi Dragon Rouge, que j'avais vraiment apprécié. Ok.
Ok, Bah, bah, Parce que regardez. là, il y a un côté enquête, il y a Finalement. côté interrogatoire, il y a côté profilage. Donc non, c'est un film assez complet que j'avais bien aimé. Moi, c'est vrai que j'avais toujours eu un petit coup de cœur pour Les Origines du Mal. Je pense que c'est mon côté chauvin qui avait bien aimé qu'il y ait un Français qui joue ce personnage. Alors, conseil de classe, on va le faire, je pense, pour la saga en général. Hein. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Et je pense qu'on va pouvoir commencer ce conseil de classe, en effet. Seb, toi qui est donc prof principal ce soir, qu'est-ce que tu nous dirais pour ce conseil de classe? Je dirais que il faut savoir en rester là. Donc, il n'y a pas d'encouragement à faire une suite. Au contraire, on va rester sur. C'est un élève qui reste sur ses acquis et qui fait bien de le faire en même temps. Donc, pas la peine de nous sortir des trucs du chapeau. On est bien là où on est et continuons comme ça, quoi. Ça suffit à lui-même. Très, très, très beau résumé. Très beau résumé. Julia? Moi, je dirais un bon départ, mais malheureusement, je trouve que c'est le même écueil que pour beaucoup de films qui ont des suites. Malheureusement, je trouve que les suites de Silence des agneaux sont beaucoup moins qualitatives, même si ça reste des bons films. Donc, bel effort, mais peut mieux faire au final. Merci. Panzied? Eh bien, je dirais bon trimestre pour cet élève, ou même quadrimestre, je ne sais pas comment on dit. Comme disent Julia Sébastien, le personnage, on a fait le tour. On a fait le tour. Ouais. Si la série suffit à compléter la suite, eh bien, j'ai envie de dire, félicitations, tout simplement, parce que c'est un personnage très attractif. Mais ne mangez pas les gens, s'il vous plaît. C'est Ça ne important. se fait pas. C'est important. Ou alors avec modération. Moi, je vais Quand vous vous êtes planté dans l'Everest et qu'il n'y a rien d'autre à bouffer. Voilà. Moi, je vais rejoindre un peu tous vos avis pour conclure. C'est vrai que je trouve que c'est un univers qui a été très bien construit. Voilà, il y a eu des films pour commencer qui sont devenus maintenant vraiment cultes. Et il y a un univers qui s'est fait ensuite avec Les Origines du Mal et avec la série. Et en effet, mais ça, je pense que les auditeurs commencent à le savoir que j'ai un goût assez limité pour les suites. Je pense que quand on peut s'arrêter, il faut s'arrêter. Donc voilà, cet univers a été traité. Pourquoi pas le refaire dans 20-30 ans si jamais ils ont une nouvelle saga qu'ils veulent essayer. Mais je pense que pour cette période, je pense que l'univers a été bien fait. Les livres ont été traités dans les films. Donc je pense que ça pourra s'arrêter là. Mais il va falloir que je comble mes lacunes parce que j'ai pas encore vu le deuxième opus. Donc je vais faire ça très prochainement, je m'y engage. Bah, je t'avoue que moi, les 3 derniers, je les ai vus juste au moment du confinement. Ils étaient sur Netflix. Ils étaient tous sur Netflix et je les ai enchaînés. Je Ah, sais voilà. pas pour le film. Non, ils y sont plus. Je viens d'y jeter un œil et il n'y a plus rien. On espère qu'ils reviendront. Bon bah écoutez les amis, merci beaucoup pour cette émission. C'était très sympathique. On embrasse tous nos auditeurs qui nous écoutent et qui sont toujours de plus en plus nombreux chaque semaine. On reste disponible sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. On est partout. Et puis bien sûr, le podcast reste disponible sur toutes les plateformes de streaming, Deezer, Spotify, YouTube, Apple Podcast. Enfin bref, j'en passe et des meilleurs. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Cœur sur vous et puis surtout mangez des hommes. Culturez-vous. Culturez-vous. Culturez-vous.